Quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est pour plusieurs raisons. C'est un repère de la civilisation africaine. C'est l'un des livres les plus anciens d'Afrique et les plus consultés par les puissances qui aujourd'hui souhaitent émerger et se défaire de manière factuelle de la colonisation et exercer de manière claire l'indépendance au sens propre. Il s'agit d'une charte, d'aucuns diront un livre, qui a été écrit ou alors conçu dans l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest qui aujourd'hui, ce dit pays, fait partie des puissances en devenir dans le continent africain. Nous allons l'explorer et montrer la teneur de ce livre, l'impact que ça peut avoir sur les différents citoyens africains dans ce processus de quête du développement vrai de l'Afrique et de sa réussite sur tous les plans. C'est une thématique que nous allons étudier sur Drawfit Media. Si on veut prendre le prisme religieux, ça voudrait dire que les premiers hommes créés par Dieu ont été déposés en Afrique. Au départ, nous étions des êtres en pleine évolution. Si nous prenons un prisme purement scientifique, eh bien, l'homme moderne ou encore Homo sapiens était la première forme de ce qui aujourd'hui a donné l'homme tel que nous le connaissons. Au départ, nous étions typiquement comparables aux singes et aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce niveau d'évolution où nous sommes dotés d'une conscience, d'un ça et d'un surmoi, où nous sommes dotés d'une conscience, d'un certain esprit de discernement et de raisonnement. En psychologie, on va parler du ça, du moi et du surmoi. Le ça comme étant tout ce qui est pulsion, nos désirs incontrôlés qu'on veut à tout prix satisfaire. Le moi comme l'instance qui permet de satisfaire ce que le ça veut. Et le surmoi comme la structure de censure qui va faire en sorte que les pulsions ne s'expriment pas ou alors tout simplement évaluer selon les règles de la société s'il est nécessaire de faire X ou Y chose ou alors de ne même pas faire. Nous sommes sous un prisme très clair, c'est-à-dire les premiers êtres humains sont nés en Afrique. Au quotidien, ils mettaient différentes stratégies pour pouvoir survivre malgré les adversités du milieu parce qu'il y avait des prédateurs et il fallait trouver des moyens de défense et il y avait aussi des proies, il fallait trouver comment s'alimenter. La chasse, la pêche et la cueillette furent les premières activités que l'homme primaire, l'homme moderne de l'époque devait mettre sur pied pour pouvoir trouver comment s'alimenter, se reproduire et ainsi pérenniser l'espèce avant que l'effet du temps fasse en sorte qu'il y ait une évolution de plus en plus pour atteindre la qualité d'humain que nous avons à nos jours. Alors, forcément dans ce processus, il a donc fallu à un certain moment établir des règles. Là, je quitte sur l'époque où nous étions à ce niveau d'évolution-là pour arriver au niveau actuel. Et je vais vous présenter l'un des plus vieux livres qui témoigne que la question des droits de l'homme est étudiée en Afrique avant même que des pays occidentaux ne voient le jour. Petite pause. Comprendre, analyser et agir. Sur Drawfit Media, nous décortiquons l'actualité géopolitique avec un regard scientifique détaché d'émotions et de toute forme d'hypocrisie. Nous gardons une approche éthique et constructive. Nous ne présentons pas seulement les faits, mais des analyses qui éclairent les réflexions et poussent à l'action. Si toi aussi tu veux participer à l'émergence d'une Afrique lucide et souveraine, abonne-toi dès maintenant, active la cloche de notification et visite notre barre de description. Revenons au sujet. Si je suis militaire et je pars en guerre et je reviens en courant, quand tu vas me demander pourquoi je courais, je suis libre de te dire que je cours uniquement pour venir voir si ici tout allait bien parce que je vous ai laissé pour partir au front. Alors que la vérité, c'est peut-être que je cours parce qu'on a tué tous mes alliés et il fallait que je rentre pour sauver ma peau. C'est un peu ce qui se passe dans notre contexte. La personne qui nous a tant raconté l'histoire a le monopole de décider du scénario de ce qui s'est passé. Parce que c'est elle qui raconte l'histoire. Si aujourd'hui j'écris un livre dans lequel je raconte ma vie, je suis libre de parler de mes victoires et ne pas parler de mes défaites. Ou alors raconter des histoires dans lesquelles j'ai échoué et dire plutôt que j'ai réussi. Parce que le fait d'écrire l'histoire, d'être celui qui écrit l'histoire me donne le monopole de contrôler les scénarios et dicter la manière avec laquelle j'ai fait ou j'ai procédé pour atteindre un résultat précis. Alors, on nous a beaucoup raconté des histoires dans lesquelles nous étions les perdants, nous étions les fautifs, nous étions les coupables ou alors nous avons mal fait ce qu'il fallait faire. Rien que pour installer ça dans notre paradigme cérébral et pour qu'enfin on puisse ressentir d'emblée un complexe d'infériorité lorsqu'on se compare à celui qui a raconté l'histoire ou alors à la race de la personne qui a raconté
l'histoire. C'est ça le principe avec lequel on a fait une colonisation mentale d'abord avant même de coloniser sur le plan matériel et autres. C'est-à-dire, on s'est rapproché de nous et on nous a fait croire des choses qui n'étaient pas forcément ça. Mais comme nous n'avions pas de preuves et nous n'avions pas de moyens d'investiguer, ce n'était pas notre exercice quotidien, ou alors nous n'avons pas les mêmes moyens de déploiement que les autres, on était obligé de croire. C'est-à-dire quoi? Quand le colon sortait son document pour nous le soumettre, ils avaient déjà des systèmes qui faisaient en sorte que installer ce paradigme de partout était plus facile. Les églises étaient déjà implantées un peu de partout, les colonies étaient déjà implantées de partout, alors la transmission de messages était beaucoup plus facile que par exemple un jeune Africain qui voulait que le pays voisin connaisse une information. Parce que nous n'avions pas les mêmes moyens logistiques et les mêmes moyens de manière organismique, c'est-à-dire les différents bureaux ou organismes qui pouvaient faire la transmission d'une pensée. C'est donc comme ça que ces contraintes nous poussaient donc à ne pas pouvoir faire émerger nos systèmes de pensée. Et c'est le système de pensée du voisin qui est venu dominer sur le nôtre. Ça veut donc dire, si on vient te dire que les mathématiques ont été découvertes par telle personne, comme tu n'as pas la preuve pour démontrer le contraire, eh bien, ça veut dire que c'est ça. Quand on va venir te dire que l'électricité n'existait pas avant tel siècle et ce n'est que grâce à telle personne que ça a commencé à exister, comme tu n'as pas la preuve du contraire, tu vas seulement dire que d'accord, donc c'est ça. C'est de cette façon qu'on a participé à nous avoir. Je ne suis pas en train de remettre en question les différentes choses qu'on a apprises pendant les projets scientifiques et techniques. Non, je mens, je suis en train de les remettre en question. Mais je suis en train de dire justement qu'on pouvait tout simplement passer facilement par ce biais pour nous sortir un storytelling qui n'a rien à voir avec ce qui s'est exactement passé. Aujourd'hui, les organisations qui parlent des droits de l'homme sont très souvent étrangères, sont très souvent occidentales, alors que l'Afrique est le berceau de l'un des plus vieux documents qui s'intéresse aux droits de l'homme. Alors, il s'agit de la charte du Kurukan Foga, aussi appelée charte du Manding. Ce texte issu du Mali médiéval est considéré comme l'un des premiers témoignages de principes relatifs aux droits humains. Pour comprendre l'importance de la charte, il faut se plonger au XVIIIe siècle dans le Mali médiéval, époque où Soundiata Keita, après sa victoire légendaire, a fondé l'Empire du Mali. Ce fut le début d'une ère marquée par la paix, la prospérité et une organisation sociale fondée sur des valeurs de justice et d'égalité. Et dans ce contexte, les communautés du Manding ont établi de manière orale et symbolique un pacte social garantissant des droits et des devoirs à chacun. Et ce document historique visait donc à instaurer une cohésion et une harmonie indispensable à la stabilité de l'Empire. Imaginez donc un instant en tant qu'Africains que nous décidions de redécouvrir et de consulter la charte du Kurukan Foga. Ce document historique ne serait pas seulement un vestige du passé, mais deviendrait une source d'inspiration pour notre vie quotidienne en tant que citoyens d'Afrique. Alors tout d'abord, il s'agit de renouer avec nos racines en rappelant que nos ancêtres avaient déjà établi des règles de vie fondées sur la justice, la solidarité et le respect de l'humain. Nous renforçons notre identité culturelle et fierté africaine. Et ce retour aux sources permettrait donc de valoriser une histoire souvent méconnue, montrant que l'Afrique possédait des systèmes de gouvernance avancés bien avant l'ère coloniale. Et ensuite, la charte offre donc des enseignements précieux pour relever les défis d'aujourd'hui, les principes d'équité et de résolution pacifique des conflits qui peuvent servir de guide pour promouvoir une gouvernance plus transparente et participative. En intégrant des valeurs dans notre quotidien, nous pouvons donc ainsi encourager une implication citoyenne accrue où chacun se sent responsable de contribuer à une société plus juste et plus harmonieuse. Justement, c'est un document qui prévoit comment résoudre des conflits entre peuples africains. Et si nous conservions des documents et consultions un peu plus des documents de
de ce type, beaucoup de guerres ne verraient pas le jour aujourd'hui sur le sol africain, entre frères africains. Alors, quelle est une idée quelle est la consistance de ce document? Elle se distingue par ses principes forts qui résonnent encore aujourd'hui. La justice et équité. C'est une charte qui mettait l'accent sur la protection des plus vulnérables et prônait une participation équitable des ressources au sein de la communauté, d'une répartition équitable des ressources au sein de la communauté. La solidarité et cohésion sociale, puisqu'elle insistait sur la nécessité de régler les conflits de manière pacifique et de favoriser le dialogue entre les parties. Le respect des droits individuels et collectifs. Même si le texte était transmis de façon orale, il symbolisait un engagement fort en faveur du respect mutuel et de la dignité de chacun. Ce document aujourd'hui est une inspiration culturelle, puisque de nombreux mouvements et d'initiatives en Afrique puisent dans cet héritage pour promouvoir la paix et l'équité entre les peuples. Et ça permet aussi une réflexion sur nos racines. En évoquant ce document, nous sommes amenés à repenser à l'histoire de notre continent et reconnaître que des sociétés africaines avaient déjà mis en place des systèmes de valeurs humanistes bien avant l'ère moderne.